Bonjour, aujourd'hui on continue de parler des judokas du siècle dernier. Dans les années 50, il y a plusieurs légendes du monde du judo qui sont en France. Bien sûr, on pense tout de suite à Kawaishi, Michozo Awazu, son bras droit, Minoru Mochizuki, à un degré moindre parce que lui s'est tourné vers l'aïkido. Eux autres étaient actifs à Paris. On peut aussi penser à Ishiro Abe à Toulouse. Mais on a tendance à en oublier un, qui lui est pas n'importe qui était posté à Bordeaux. Et c'est pas n'importe quel maître, parce qu'on va parler de Haraku Michigami, 9e dan, disparu il y a tout juste 20 ans, le 4 août 2002. J'ai pas eu l'honneur de rencontrer personnellement Michigami, et ce que je vous raconte, c'est tiré d'entretiens puis de documents qui sont parus dans la revue France Judo et la revue Ceinture Noire de France du milieu des années 70. Ce que je sais par contre, c'est que le judo bordelais a débuté en 1943 avec une ceinture verte, Jean Brogdy, son comparse René Détruot. Et puis le relève s'est fait assez rapidement avec André Noquet. André Noquet qui a fondé son dojo en 1946. C'est d'ailleurs Noquet qui a invité Michigami à Bordeaux. On connaît le succès de Maître Noquet en Aïkido, mais il faut savoir que ce maître-là a débuté en judo. Mais on va revenir à cet homme-là au nom prédestiné. En effet, Haku en japonais, ça exprime la notion de pureté, de blancheur. Et Michi, c'est le même kanji que Do, d'ailleurs, c'est le chemin. Et Kami ou Gami, ça désigne ce qui est divin. Le nom se traduit par pureté du chemin divin. Ça illustre bien le personnage. À 6 ans, Haku Ichigami a fait comme tous les enfants de son âge. Il est entré à l'école primaire de Yawatahama. Ça, c'est un petit port de pêche de l'île de Shikoku, au sud-ouest du Japon, où est-ce qu'il est né le 21 octobre 1912. Tous les jours, en rentrant à la maison, il passait devant un temple Shinto, où quelquefois il y avait des garçons de 14-15 ans qui se livraient à des exercices qui l'ont fasciné. En fait, il se tiraillait puis il se projetait au sol sur une espèce de tapis qui recouvrait le plancher du temple. Il n'y avait pas de professeur, il faisait ça tout seul. Haku ne savait pas encore que c'était du judo, mais il a trouvé ça magique. Il a trouvé ça magique. Peut-être parce qu'il avait trop peur de se faire rejeter par le groupe, à cause de son âge, probablement. Il était peut-être aussi gêné ou timide. Fait qu'il n'a pas demandé à rejoindre les collègues, même s'il avait envie d'essayer. Il a donc attendu que tout le monde soit parti, puis il est entré dans le temple, puis tout ce qu'il pouvait faire, en fait, c'était des ukemi, comme il avait vu. Un peu plus tard, à 11 ans, en fait, il fallait qu'il pratique un sport. Dans sa classe, il n'y avait pas le choix. Il y avait juste le sumo. Et ça aussi, ça plaisait au jeune Michigami. Il a fait d'ailleurs plusieurs compétitions scolaires en sumo, puis il a connu beaucoup de succès. Quand c'était du tiraillage, Michigami avait du succès. Au secondaire, à 13 ans, il va s'inscrire à l'école de commerce de Yawatahama, car il n'y avait pas de lycée, puis il aurait fallu changer de ville pour ça, puis ses parents trouvaient qu'il était un petit peu jeune pour faire ça. Mais quel bonheur, il y avait une section de judo là-bas et de kendo. Mais il y avait aussi une section d'aviron où est-ce qu'on l'a inscrit sans lui demander son avis. Dans ces places-là, comme toutes les absences étaient punies, afin de pouvoir faire du judo, il a pratiqué de pair les deux activités. Ce qui a grandement eu le meilleur sur son développement physique parce que jusqu'alors, il était plutôt faible et chétif. Vous remarquez que faible et chétif, ça va souvent dans la même phrase. Enfin, à 15 ans, il était ceinture marron, puis sans conteste le meilleur combattant de son école. Son professeur va donc décider de le présenter à la ceinture noire, même s'il est un peu jeune. Le passage de grade avait lieu à la section du Butokukai de Matsuyama, sur une ville qui était distante d'à peu près 80 km. Fait que Michigami va se rendre là tout seul, puis quand il arrive là-bas, il est impressionné parce qu'il voit des candidats qui avaient entre 20 et 30 ans, c'était tous des adultes. Les gars semblaient solides puis expérimentés. Faut pas oublier que c'est quand même un petit gars de 15 ans qui est là. C'est un petit gars de 15 ans. L'examen va donc commencer à 9 h le matin. À cette époque-là, il y avait, en plus de l'examen technique, il y avait un examen théorique parce qu'on devait expliquer pourquoi on faisait du judo. Les examens, on s'en doute bien, étaient excellents. Mais en fait, c'est l'après-midi que tout se décidait parce que c'était l'épreuve de compétition. Je vous explique un petit peu comment ça marche. Les candidats étaient répartis en poules de 5. Chaque combat durait 4 minutes, puis il fallait marquer 2 hippons pour remporter un combat. 2 hippons. C'était assez difficile, pensez-y. Il n'y a pas de catégorie de poids, puis il n'y a pas de catégorie d'âge. Michigami a gagné toutes ses rencontres, puis marquant à chaque fois les 2 hippons qui étaient nécessaires.
Grâce à ses mouvements favoris que par la suite longuement enseignés, soit Morote Sowinage, Hanegoshi puis Tayatoshi. Il était vraiment content il était vraiment fier, il était vraiment content. Mais les examinateurs ont dit de rentrer chez lui sans y descendre de grade. Ils ont dit qu'il allait aviser son professeur pour leur décision. En fait, celle-là, ébranlée, si ça se comprend, là. Il ne savait pas s'il avait été refusé ou admis, il ne savait rien de ça. Et puis, ça a fait, évidemment, quand à son retour à Yawatahama, ça a fait grand bruit parce que les ceintures noires étaient encore, disons, assez rares dans les petites villes de province. Mais la cause du délai était simple, c'est que les membres de la commission avaient hésité à le graduer parce que Michigami était le premier cas d'un garçon de 15 ans qui était issu d'une petite ville à réussir l'examen de Shodan. Puis il avait peur que cette promotion-là lui monte à la tête. Il avait décidé de réfléchir un petit peu. L'année suivante, en 1928, il va participer à un stage d'été durant ses vacances avec un prestigieux professeur, Shotaro Tabata. À ce moment-là, il est 8e dan. Puis, lui, on le sait, il allait devenir 10e dan. Puis, un petit peu plus tard, il se présente au 2e dan. Comme on s'en doute, il réussit l'examen écrit, puis l'épreuve technique, puis le Nagano Kata, puis le Katame no Kata. Encore une fois, il remporte tous ces combats qu'il oppose à une ligne de 6 autres candidats. C'est toujours 2 hippons par combat. À 17 ans, il devient deuxième dan. Son cycle d'études va se terminer à l'école de commerce. Il faut cette fois-là quitter la ville pour entrer dans un lycée qui est situé à 30 km de là-bas. Il va y arriver, il est fier de son grade, la tête haute, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée. En effet, au cours de la première séance de judo, le professeur, M. Hakamatsu, qui est un 5e dan, ça c'est un spécialiste de Uchimata, il va y en passer une bonne trentaine en un quart d'heure, puis il enchaîne automatiquement au sol, puis il l'étrangle. Michigami va quitter le dojo complètement sonné, mais il était surtout conscient de ce qui lui restait à apprendre. D'ailleurs, il est devenu très très ami avec son professeur et il a fait avec lui de très très grands progrès. En juillet 1932, il va se présenter au 3e dan. Il n'y a même pas 20 ans. Il n'y a même pas 20 ans. Mais encore une fois, ce succès-là provoque encore des nouvelles discussions parmi les membres du jury, on s'en doute bien, qui pensaient qu'un garçon de 30 ans, de 20 ans, n'avait pas la maturité pour porter le 3e dan. De plus, on n'avait jamais vu un lycéen atteindre le grade de 3e dan. Dans ce temps-là, juste les universités qui accordaient ce grade-là. Finalement, on va y accorder le Sandan. Akumi Michigami a été le premier élève d'un lycée du Japon à être titulaire du 3e dan. À l'occasion de la fête shintoïste de Uwajima, c'est une grande compétition qui oppose 16 combattants en ligne, parmi lesquels il y avait 2 universitaires 3e dan. Bien sûr, Michigami est là. Le principe est simple, la ligne est simple. C'est le premier rencontre le deuxième le troisième, le vainqueur le quatrième, et ainsi de suite. Puis le gagnant, c'est celui qui a remporté le plus grand nombre de combats. On faisait ça aussi, nous autres, quand on était jeunes, pour les ceintures de couleur. Michigami a tiré le numéro 2, fait qu'il a fait le premier combat au numéro 1, puis il les a tous gagnés. Il a battu les 15 combattants en ligne. C'est à ce moment-là qu'il va choisir l'université. Il va se présenter à 2 concours, celui du Ritsumeikan, la faculté de droit, et celui du Budo Sanmon Gakko, l'école supérieure de Budo, où sont formés les professeurs d'arts martiaux. Ça, c'est une très prestigieuse université du Japon. Elle est très, très, très populaire à cette époque-là. Il a été reçu au Ritsumeikan, mais aussi à l'école de Budo. Mais il a dû attendre 1 an parce que l'examen médical avait révélé qu'il y avait eu une pleurésie quand il était enfant. On le retrouve donc étudiant en droit à Kyoto. Par chance, il peut pratiquer le judo à 3 endroits. La faculté, dont le professeur était Shotaro Tabata, qui est incidemment devenu 9e dan, au Butokukai, le centre prestigieux qui est légal du Kodokan, puis au dojo personnel de Tabata. On comprend à travers les lignes que ça ne laisse pas même de temps pour étudier le droit. Mais enfin, c'est pas ça qui l'intéressait. L'année suivante, il se représente au Budo Sanmon Gakko. On prend juste 20 élèves cette année-là. 20 élèves, puis il y avait 650 candidats. Puis Chigami va être reçu le deuxième. On va l'accepter au deuxième tour. Parlons un petit peu de cette école-là. L'école se divise en 4 sections. OK? Judo, Kendo, Nagidata et Kyudo. Il faut dire que ces sections-là, l'entraînement est extrêmement dur. C'est l'époque sans doute où les entraînements ont été les plus durs de l'histoire de tout le Japon. Là, le Shugyo porte bien son nom. Juste pour vous donner une idée là,
j'allais dire du fanatisme, mais juste vous donner une idée. En kendo, on pouvait pas porter le masque juste avant le quatrième semestre. Ça veut dire qu'on faisait les entraînements sans men, là, sans masque. En judo, certains atémis étaient permis. D'ailleurs, ça s'est appelé Busen Judo, un style de judo comme le Kosen. Mais enfin, j'ai une vidéo là-dessus, je vous invite à aller voir, sur le Kosen, évidemment. Pour en venir aux promotions, jamais une promotion de 20 élèves au recrutement est parvenue complète au terme des 4 ans. Le meilleur fourni, si vous me passez l'expression, c'était 12 garçons, puis la plus mauvaise, 3. C'est vous dire la rigueur du travail exigé pour ces élèves qui sont, il faut le dire, vraiment doués, tu sais, puis sont vraiment sélectionnés très dur au départ. La sélection est très, très dure au départ. Il faut ouvrir une espèce de parenthèse sur le Budo Sanmon Gakko. Ça se fait au Butokukai à Kyoto, on le sait. L'école, en fait, ça veut dire l'école va enseigner les vertus guerrières. Les vertus guerrières, pensez-y, là. On est en 1930. La montée du nationalisme, le climat politique des années 30 est très, très à droite et valorise justement les vertus militaires. En fait, tout ce qui touche l'armée, la police, quand il est question d'art martial, la référence au Japon, c'est le Butokukai. Butokukai qui a été effectivement à la source de l'interdiction de MacArthur de pratiquer les arts martiaux, vu l'intransigeance de ses dirigeants qui ont, selon l'historien Lance Gatling, ont refusé d'enseigner le judo et le kendo comme des sports, comme il avait été proposé, et non comme un art martial, comme c'était la manière jusqu'ici. Fait que le refus a été perçu comme du fanatisme, puis l'organisme a été dissous en 1945 par MacArthur. Les profs de cette école-là, c'est pas n'importe qui. Isogai, 10e dan, Tabata, 9e dan, Kurihara, 9e dan. Ils vont être nommés 10e dan par la suite. Puis si l'entraînement est extrêmement sévère, le respect des traditions est également très, très strict. C'est très, très samouraï, si on veut. Ils doivent les saluer avec déférence à chaque fois qu'ils les rencontrent. Puis répondre humblement à toutes leurs questions. Puis ces égards-là envers les senpai, ça se manifeste dans toute la vie toute la vie du judoka. Puis ça continue même après les écoles, l'école de judo. Puis cette notion-là de senpai kohai, c'est encore très, très présente dans la société japonaise. Le senpai, c'est un senpai pour la vie, là. On va parler un petit peu d'entraînement, là. L'entraînement, quant à lui, c'est sans pitié. C'est 6 heures de judo par jour, avec des professeurs qui ne permettent pas un instant de relâche. Ici, on ne parle pas de micro-cycle d'entraînement, de temps de récupération, puis d'alimentation. Oh non, c'est au fond la caisse, comme on dit. À ce régime-là, ben, il y a beaucoup qui vont abandonner. Michigami, lui, ben, au contraire, il va progresser sans cesse. À toutes les compétitions auxquelles qu'il va participer, il va accumuler succès. D'ailleurs, ces succès-là vont lui permettre en 1935, alors qu'il est en deuxième année, d'obtenir le quatrième dan, sans avoir besoin de disputer de compétition. Puis il va être nommé capitaine de son équipe. Pour une deuxième année, là, c'est extrêmement rare. Mais c'est aussi en 1935 que Michigami va se blesser. Il y a un camarade de classe qui va y tomber sur la jambe, puis il va se luxer le genou. C'est aussi cette année-là que l'école va rencontrer la redoutable école de la marine d'Hiroshima. Il y a 17 combattants de chaque côté. Les marins sont tous supérieurs d'un dan ou deux. Ah, ça, c'est pas bien grave. L'école de Budo va remporter les 17 combats. C'est durant la quatrième année que le Michigami va obtenir le cinquième dan. C'est le plus haut grade jamais atteint par un élève. C'est le troisième au Japon à réussir cet exploit-là. C'est quand même notable. Mais à cette époque-là, ben, l'équipe du Budo Sanmon Gakko, c'est sa plus forte du Japon. Elle voyage beaucoup, elle va disputer nombre de rencontres, puis il gagne irrémédiablement, invariablement. À un point tel qu'une autre équipe veut les affronter. Bien sûr, ils vont accepter l'entraînement, mais ils n'accepteront pas le Shiai. Même les universités à Tokyo vont refuser. Même le prestigieux Kodokan. Kamichigami et ses équipiers vont être accueillis par Shigeru Kano lui-même, qui va recevoir avec son large et bon sourire, qui va les inviter à s'entraîner, mais pas à combattre. Enfin, en mars 1938, Michigami va recevoir son diplôme de professeur de judo. Comme il jouit d'une fameuse réputation, il va recevoir énormément de propositions pour travailler. Mais pour faire plaisir au directeur de l'école, il va accepter le poste de la faculté de Kochi. Ça, c'est dans son île natale. Il va rester là 2 ans. Après ça, ben, le professeur Tabata va lui faire savoir qu'il y a un poste à pourvoir en Chine, qui est à ce moment-là occupé par le Japon, à la suite de la guerre à Shanghai. En 1942, ben, il va obtenir le sixième dan. Il va battre en ligne les 6 cinquièmes dan qui lui sont opposés. Il va recevoir le titre de Kiyoshi.
Kyoshi, c'était un diplôme qui est créé par la famille impériale pour désigner les experts particulièrement valeureux, puis qui, à cette époque, était distribué avec une extrême parcimonie. Fin 1945, c'est suite à l'interdit sur le judo, les étudiants vont rentrer chez eux. Michigami revient à son village natal. Le professeur de judo se transforme alors en directeur d'une exploitation de bateaux de pêche. Michigami va devenir professeur au dojo de la police, au dojo de la police de son village, puis il va ouvrir une salle, un machi dojo, où est-ce qu'il va former beaucoup de pratiquants. C'est sûr, c'est un monsieur qui a une énorme réputation. Le 18 mai 51, il est nommé 7e dan. L'année en 52, le professeur Kurihara, 9e dan, le présente au président de la Fédération française de judo, Paul Bonnet-Maury, qui est alors en voyage au Japon. Il va le recommander chaleureusement. En juillet 53, le professeur Michigami arrive en France où il va aider, dis-je, les maîtres Kawashi et Awazu à élever la qualité du judo français. On sait qu'il y a eu une scission. Puis lors de la séparation de la fédération du Collège des Ceintures Noires, il va rester avec le collège. En fait, les conceptions du collège correspondent mieux aux siennes. Il va en devenir le directeur technique ainsi de celui de la Fédération nationale de judo traditionnel quand cette fédération-là va être créée. C'est sûr que sa présence est connue en Europe, fait qu'à la demande de la Fédération hollandaise, il va devenir également conseiller technique de la Fédération hollandaise de judo jusqu'en 1972, donc pendant 13 ans. Puis il va participer à la formation de cet extraordinaire champion qui se nomme Anton Gissink, qui a d'ailleurs sa photo sur son mur d'honneur avec Michigami avec Matsumoto à son dojo d'Utrecht. Il va devenir aussi directeur, en 1954, il va devenir directeur technique de la Tunisie, de l'Algérie puis du Maroc. Il va animer pendant 40 ans un stage international extrêmement connu à Bordeaux. Il va faire aussi des stages dans de nombreux pays, l'Angleterre, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, bref, il voyage beaucoup. Comme on le sait, ben, Michigami a vécu le plus souvent à Bordeaux, où il a créé en 1958 l'école de judo Michigami, qui va devenir en 1963 le Judo Club bordelais. Il est nommé 9e dan en 1975, et puis il va obtenir de l'empereur du Japon le 3e rang impérial en 1987. Il y a un arrêté ministériel qui est tenu en septembre 1971 qui précise qu'à titre exceptionnel et personnel, Haku Michigami et Shozo Awazu, en égard aux services éminents qui sont rendus au judo français, et en reconnaissance de leur haute maîtrise, sont admis à faire partie en surnombre du Comité national des grades. C'est comme ça que le professeur Michigami a retrouvé dans le judo français la place qu'il mérite, puis je pense que ça valait la peine qu'on fasse un retour là-dessus avant qu'il soit complètement oublié. C'est un monsieur qui était très important dans le judo français. Le maître est décédé le 4 août 2002 à l'âge de 89 ans. Si vous avez aimé la vidéo, ben vous savez, vous faites un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. On fait une vidéo par semaine environ. Partagez ces vidéos-là. C'est important, partagez avec vos amis, avec votre professeur, avec votre dojo, mais surtout abonnez-vous à la chaîne Martialement Vôtre. En attendant, je vous invite à pratiquer 2 ou 3 fois par semaine au dojo. C'est plus important que regarder des vidéos, même les miens. Faites attention à vous et à la prochaine.